Fais pas genre. Une série sur le genre. Vous avez pu regarder les dossiers? Rapidement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et elle? Ah, c'est pas un job de femme. Elle a d'excellentes références. Ah non, Jamila en plus. Je suis arrivé aussi dans un petit village, très catholique aussi, au Portugal. Disons que non seulement j'étais ces petits Sud-Américains qui sortent de nulle part, mais en plus de ça, j'étais les petits Sud-Américains qui sortent de nulle part, et en plus étaient féminés, et en plus étaient homosexuels. Disons que j'ai rajouté couche sur couche. Enfin, j'ai eu l'homophobie qui s'est rajoutée au sexisme par rapport à mes comportements efféminés, et après on met la couche sur le racisme. Disons que c'est là où je me suis vraiment rendu compte que si les trois ils étaient dans le même panier, les trois étaient des choses que je ne pouvais pas changer. Attends, mais de quoi on parle? D'intersectionnalité. Hein? D'intersectionnalité. C'est une approche qui permet de révéler la pluralité des discriminations. Ça vient d'une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui s'est intéressée aux discriminations subies par les femmes afro-américaines. Ok, et elle dit quoi? Elle explique que les femmes noires ont longtemps été oubliées dans les luttes sociales. Pendant le XXe siècle, il y a eu des mouvements antiracistes et féministes aux États-Unis pour faire en sorte de rendre la société plus égalitaire envers les personnes noires et les femmes. Le problème, c'est que dans les groupes antiracistes, on trouvait une majorité d'hommes noirs, et dans les groupes féministes, une majorité de femmes blanches. Sauf que toutes les personnes noires ne sont pas des hommes, et que toutes les femmes ne sont pas blanches. Bah ouais, c'est vrai. Kimberly Crenshaw a mis le doigt sur ce problème en expliquant qu'il fallait penser aux spécificités que vivaient les femmes noires. Les discriminations qu'elles vivent sont particulières. C'est là qu'elle a théorisé l'intersectionnalité. Ça permet de penser la condition des personnes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions. Comme ça, on peut mieux défendre leurs droits. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le genre? Ce système, sexe, genre, sexualité et ces discriminations-là vont s'articuler à d'autres discriminations. Par exemple, le racisme, par exemple, le validisme, en lien avec les personnes en situation de handicap, ou le classisme, en lien avec les classes sociales. C'est plus clair ? Ah, genre une femme lesbienne va être exposée au sexisme et à l'homophobie. En gros, c'est comme une accumulation d'oppressions, c'est ça? Oui et non. Deux oppressions ne s'additionnent pas simplement. Disons qu'elles se transforment en quelque chose de nouveau. Genre ça prend des dimensions spécifiques, quoi. C'est ça. Par contre, je vais pas te mentir, c'est un petit peu abstrait encore pour moi. J'aurais besoin d'un autre exemple. Ok, parlons de la fétichisation raciale. Ouais, c'est quoi? C'est une forme de racisme. En gros, ça concerne l'intimité et la sexualité avec des personnes racisées. On va voir certains corps, certaines origines, à travers un prisme, entre guillemets, exotique. On va avoir tendance à nier la personnalité de quelqu'un et projeter nos préjugés racistes dessus. Souvent, on considère que du coup, les hommes maghrébins sont plus violents, sont plus fougueux, c'est vraiment des mâles sauvages en fait. Donc il y a tout ce fantasme de le bad boy marocain qui vend de la drogue sur son scooter et après, clandestinement, il va dans la cave pour voilà quoi, pour faire des trucs que normalement on fait pas dans une cave. C'est dans une cave où on range. Souvent, cette fétichisation, elle vient aussi avec des types de représentations. Par exemple, les meufs asiatiques, elles sont soumises, elles sont à disposition, elles sont blablabla. Dans ma vie perso, je me sens réduite. Je ne suis pas une asiatique en fait. Je suis un individu parmi d'autres. Il se trouve que mes origines sont asiatiques, mais j'ai des traits de personnalité, j'ai un caractère. Quand je rencontre des homos, en fait, quand j'ai rencontré, même encore aujourd'hui, quand ils apprennent en fait que je suis latino ou colombien, ils ont ce cliché qui apparaît dans leur tête, du mec un peu de la street, des rues, un peu macho, etc. Et après, ils tombent sur cette princesse et ils ne sont pas prêts. Ah ouais? Il y a ce genre de stéréotype même dans le monde gay? Mais quand t'es autant discriminé de base par le monde extérieur, tu devrais pas porter de tels jugements sur ta propre communauté. Eh ben, surprise! We can! Pour vous montrer qu'on est vraiment comme tout le monde, en fait. On peut être aussi raciste et méchant. Il y a beaucoup de monde, si vous vous mettez dans une appli de rencontre maintenant homosexuelle, particulièrement celle des hommes, par exemple Grindr, etc., vous allez souvent trouver des descriptions du style je m'appelle ceci, j'aime bien cela, si jamais je ne veux pas d'efféminé, je ne veux pas de princesse, je ne veux pas de diva, je ne veux pas de mecs gros non plus. Après, c'est un peu plus sur les physiques et tout, mais vous avez vraiment ces critères et c'est très parlant en fait. C'est du shopping, quoi. Et aussi,
c'est pas raciste si c'est juste si je décris que mes préférences. J'aime pas des personnes noires et donc ça va. Il y a toujours la possibilité qu'ils pensent comme ça, hein. Comme s'ils étaient en liberté de s'exprimer comme il fait sur Grindr, peut-être qu'il y a la possibilité que ça sort dans la vraie vie, quoi. Pour une meuf trans comme moi, par exemple, je vais forcément être desservie parce que non seulement je suis censée ressembler à une femme cis, mais je suis aussi censée ressembler à une femme cis blanche parce que les femmes cis blanches sont l'idéal parfait. Et un certain type, bien sûr, de femmes cis blanches, auquel la grande majorité des femmes cis blanches ne ressemblent pas. Forcément, ça va faire que si je me comporte comme autre chose qu'une jeune fille délicate, qui parle pas fort, qui parle pas une langue aussi brutale que l'arabe, enfin, ça va pas le faire, en fait. Ce que décrit Farah, c'est un cas où se mélangent la transphobie et le racisme. Mais il existe un tas d'autres combinaisons d'oppression qui créent un cocktail explosif. Par exemple, quand transphobie et sexisme se rencontrent, on va parler de transmisogynie. Ah ouais? Du coup, la misogynie, c'est la haine des femmes, la transphobie, c'est la haine des trans, donc la transmisogynie, c'est la haine des femmes trans. Oui, c'est ça. Mais les attaques contre les femmes trans touchent en réalité toutes les femmes. Même les femmes cis peuvent ressentir de la transmisogynie, peuvent subir de la transmisogynie, surtout des femmes racisées qui vont peut-être avoir des voix plus graves, qui vont avoir des carrures plus imposantes. Les femmes aussi, qui se rasent pas les jambes. Moi, j'ai une copine qui est cis et sur qui il y a des gens qui lui sont tombés dessus dans les transports parce qu'elle avait les jambes poilues. On lui a dit « Ouais, t'es trans !» Et elle était en mode « Ben non. » Elle était dans une situation un peu bizarre de « Non, je ne suis pas trans, mais même si j'étais trans, qu'est-ce que ça te fait ?» Les normes qu'on a aujourd'hui et qu'on renvoie aux personnes trans en disant « Oui, mais t'es pas opéré. Oui, mais t'es né avec tel organe génital. » En fait, déjà, c'est des questions qui n'existaient pas forcément dans le passé, qu'on voyait le genre de façon très différente, qu'on voyait les corps de façon très différente. Comment ça? Je suis un peu perdue, là. Ce que nous explique Lexi, c'est que la façon dont on perçoit les personnes trans évolue dans l'histoire. En fait, de manière générale, la façon dont on considère les hommes et les femmes varie à travers le temps. Par exemple, la chaussure à talons, elle est vraiment conçue et elle se développe comme un attribut de masculinité. Parce qu'elle demande à avoir un maintien qui est extrêmement fier, elle demande à avoir aussi un équilibre et des caractéristiques, des capacités, des qualités athlétiques qui sont celles liées à la chasse, liées au ballet, qui est une pratique sportive masculine au XVIIe siècle, par exemple, qui sont en fait presque de l'ordre de la démonstration du pouvoir masculin. Et c'est seulement au XVIIIe siècle que le changement s'opère et que la chaussure à talons devient petit à petit féminine. Dingue! J'aurais jamais cru. Et ouais, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, le rose, ça a longtemps été la couleur des rois, une couleur considérée comme masculine par excellence. Ok, donc le temps qui passe, ça modifie la façon dont on voit les hommes et les femmes. J'imagine du coup que ça change aussi selon les différentes cultures. L'Iran a une histoire ancienne de fluidité de genre qui est très présente au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui était aussi très valorisée. La poésie persane valorise une forme d'androgynie, une forme de fluidité du genre. Mais c'est pas un truc récent? Franchement, les personnes trans et tout, je pensais que ça n'existait pas il y a quelques années. La première trace archéologique qu'on a date environ de 1789 avant Jésus-Christ. C'est une grande stèle qui est conservée au Louvre. Il est mentionné le groupe social des Salzikroum. Dans la langue acadienne, ça veut littéralement dire homme-femme. Donc l'explication la plus logique serait de voir que socialement, anthropologiquement, on a un groupe qui était un mélange de genres, qui était peut-être une non-binarité, un troisième genre, une transidentité. Et pas besoin d'aller aussi loin dans le passé pour trouver des sociétés qui ont accepté la fluidité de genre. Les sociétés précoloniales intégraient parfois de la non-binarité. L'article 489 du Code pénal qui criminalise l'homosexualité, il est directement importé du Code pénal napoléonien, qu'on a implanté, qu'on a incorporé dans le corps juridique marocain quand on a colonisé le pays, quand on a fait un protectorat.
Et du coup, ça, c'est des exemples, en fait, c'est des choses qu'on retrouve dans littéralement toutes les colonies françaises africaines, ainsi que les colonies britanniques. Le premier truc, pardon, que les colons ont fait, c'est massacrer, du coup, toutes ces populations qui avaient l'air complètement déviantes, ces espèces d'hermaphrodites chelous, ces espèces d'homosexuels chelous, ces espèces de lesbiennes chelous. On parlait pas forcément d'eux comme ça, mais bon, la littérature scientifique rapporte des termes surtout, pas forcément qui parlent d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit, parce que tout ça, c'était pas théorisé, mais ouais, on parlait d'hermaphrodites, quoi, pour dire, bref, les hommes-femmes bizarres. Ah, donc les gens faisaient des choses homosexuelles, mais on n'appelait pas ça de l'homosexualité. Avant la colonisation occidentale, les pratiques sexuelles étaient diversifiées. Mais avec les lois coloniales, tout a été divisé en 2 catégories. D'un côté, l'hétérosexualité, et de l'autre, ce qui est contre nature. Donc ça a criminalisé des pratiques qui avant étaient acceptées. Ça ne veut pas dire qu'avant la colonisation, il n'y avait pas d'hostilité contre ces populations. Mais avec les processus coloniaux, on a cherché à poser une grille de lecture unique sur des catégories multiples. Ghana n'a jamais vraiment eu cette séparation entre identité de genre et orientation sexuelle. Le vocabulaire qui existait décrivait autre chose, comme Kojo-Bessia qui veut dire des gens efféminés, ou Oba Burima qui veut dire des femmes qui sont un peu masculines. Et donc, le Kojo-Bessia n'était jamais vu comme une orientation sexuelle. C'était juste un comportement. Même sur notre beau continent européen et à l'échelle de notre culture occidentale, c'est pas si linéaire que ça. Par exemple, à Naples, il existe un 3e genre, une non-binarité qui est très intégrée à la culture populaire napolitaine. Ces personnes, on les appelle des femminili, et elles sont reconnues comme pas pleinement femmes, comme assignées hommes à la naissance. C'est vraiment une sorte de 3e pôle qui participe aux festivités catholiques de la ville, qui a ses propres traditions, notamment des bingos, des parades de faux mariages de femminili. C'est totalement compris, c'est totalement accepté, c'est valorisé dans la culture napolitaine, et on est à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Finalement, ces normes, elles sont construites, elles ne sont pas les mêmes, elles varient, et que nous, quand on les considère comme un absolu, comme une base de notre société, voire même comme la seule façon de maintenir notre société saine, en fait, c'est quand même très artificiel. Prendre une distance, qu'elle soit historique, géographique ou culturelle, et adopter un regard intersectionnel, c'est essentiel pour comprendre les combats menés par les personnes LGBTIQ. Ce que je retiens de tout ça, c'est que le genre, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. J'avais tendance à penser que ça n'avait aucune influence sur ma vie. Mais je me rends bien compte que je suis tout aussi impactée par les normes de genre que n'importe qui d'autre. Et oui, c'est parce que quand on fait partie des personnes dans la norme, ça saute moins aux yeux. Ouais, et puis j'avais aussi quelques a priori. Parce que ça te paraissait trop compliqué ? Pas seulement. Ça me paraissait pas si essentiel, disons. Alors que réfléchir sur le genre, ça peut bousculer. Car ça amène à voir le monde un peu différemment. Exact. Mais c'est passionnant. Maintenant, au lieu de me focaliser sur ce qui est différent de moi, je me surprends à interroger ce qui me paraît normal.